Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc, je pense que je suis la seule représentante de la Suisse ici aujourd'hui. Et donc, ça me fait énormément plaisir d'être là. D'autant plus qu'on a eu récemment, donc en février, en Suisse, un premier événement de journée, oui, justement, de journée de psychologie positive en Suisse romande. Et c'est un événement où on ne savait pas combien de gens viendraient et en fait on a eu vraiment un afflux énorme. Donc la même chose qui se passe, semble-t-il, ici au Québec, se passe aussi pour la Suisse romande. Il y a vraiment énormément d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme pour le sujet. Donc voilà, moi je viens d'une haute école de musique, donc vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qu'elle vient faire ici. C'est un petit peu étrange d'avoir ce sujet ici. Il faut peut-être dire qu'en Suisse, on a deux types de hautes écoles. On a les hautes écoles universitaires, donc les universités qui forment les étudiants à la recherche et qui font de la recherche fondamentale. Et on a des hautes écoles spécialisées qui forment plutôt les étudiants à des métiers. Donc notre haute école de musique en fait partie. On forme évidemment des musiciens, interprètes ou enseignants d'abord, mais on les forme également à la recherche et les recherches qu'on va mener dans ce contexte-là vont être des recherches appliquées. Donc on va plutôt s'intéresser à des questions en lien avec le métier et donc des questions qui viennent du métier. Donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une recherche-action qui vise à l'élaboration, l'implantation et l'évaluation d'un dispositif musical dans les chambres de soins intensifs en psychiatrie. Donc, projet de recherche-action, ça veut dire qu'on va partir justement d'un environnement professionnel. En l'occurrence, on parle d'un hôpital psychiatrique avec une équipe soignante qui a des patients en chambre de soins intensifs et qui se pose des questions sur la manière d'améliorer cette situation. Et on est donc parti de là. Et il s'agit d'une collaboration de 3 hautes écoles spécialisées. Donc, c'est un projet qui a associé une haute école de soins, une école qui forme des infirmiers justement, une haute école d'ingénieurs et puis la haute école de musique dont je fais partie. Donc, quel est le contexte dans lequel je vous emmène justement? Les chambres de soins, de quoi parle-t-on? Donc, vous voyez là 3 images. À gauche, en rouge, ça a l'air très moderne, c'est l'hôpital psychiatrique d'Yverdon, qui est dans le canton de Vaud. Et dans l'image du milieu, vous voyez justement une de ces chambres de soins intensifs. Donc, c'est une petite chambre voilà, où tout est fermé, les fenêtres sont verrouillées, bien sûr. La porte est verrouillée aussi. La porte a une petite fenêtre qui permet à l'équipe soignante de voir ce qui se passe à l'intérieur. Le patient, en revanche, ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Et comme mobilier, on a un matelas en mousse avec une couverture et c'est tout ce qu'on a. Donc c'est vraiment très vide de tout. À droite, vous voyez une chambre de soins qui se trouve à Lyon, en France. Vous voyez que c'est un petit peu différent comme, on va dire, comme look. Donc ça fait un petit peu plus hôpital avec des carrelages verts comme ça et un lit en métal en l'occurrence. La différence qu'on a pu constater quand on a commencé à échanger avec des équipes soignantes en France, c'est qu'apparemment en France, on immobilise aussi les patients sur le lit, donc on les attacherait, ce qui en Suisse est absolument impossible. Donc en Suisse, on laissera le patient dans la chambre, s'il tape, s'il frappe, s'il s'énerve, il a quand même cette liberté d'action, on ne va pas la lui prendre. Alors, quand est-ce qu'on va mettre les patients en chambre de soins intensifs? Donc, évidemment, je pense que c'est la même chose au Québec. En Suisse, actuellement, les hôpitaux psychiatriques prennent en charge vraiment les périodes de crise. On essaye que les patients quittent le plus vite possible l'hôpital après cette période et on les suivra en ambulatoire. Donc, les patients qui souffrent de schizophrénie ou de troubles bipolaires ont des déficits justement dans le traitement de leur perception. Ça veut dire que certaines stimulations qui nous paraissent, nous, complètement normales, vont être pour eux des surstimulations et ça peut renforcer leurs symptômes et ça peut justement rendre impossible une approche relationnelle avec eux. Donc ces patients vont avoir l'impression de perdre complètement le contrôle d'eux-mêmes et de leur entourage. Et donc ça, c'est le genre de situation, surtout après s'ils risquent de se mettre en danger eux-mêmes ou de mettre en danger d'autres personnes, où on va les placer pendant un certain temps dans une chambre de soins intensifs. Oups. Qu'est-ce que c'est ça?
Voilà. L'idée de les mettre dans ces chambres, c'est que justement, dans la chambre, il y a très peu de stimulation sensorielle, et donc ça va faire descendre ce niveau, et puis leur permettre de reprendre le contrôle d'eux-mêmes et de la situation. Maintenant, c'est une belle idée. Le problème, c'est qu'elle pose quand même un certain nombre de problèmes. Bien sûr, elle est quand même très contestée. Tout d'abord, il n'y a pas d'études qui montrent que réellement, ça a un impact justement pour le patient. Oui. Donc, on pense que ça va lui permettre de reprendre le contrôle, mais les études sont contradictoires. On n'a pas vraiment de données qui prouvent que c'est réellement le cas. Ensuite, évidemment, de mettre quelqu'un comme ça, de l'isoler et de l'enfermer, c'est une atteinte à sa liberté, à son autonomie, à sa dignité. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques. Et ça, c'est des problèmes importants. Ensuite, au niveau du patient lui-même, ce qu'on voit, c'est que le patient, en fait, il ne perçoit pas du tout ça comme une mesure thérapeutique. Il a plutôt l'impression qu'on l'agresse, il se sent isolé. Et en fait, ça a tendance à augmenter plutôt son agressivité. Et donc, ce n'est pas du tout perçu comme ce que ça devrait être, une mesure de soin. Et finalement, et ça c'est peut-être le point de départ essentiel de la recherche, c'est que les équipes soignantes sont aussi très mal à l'aise avec cette situation. C'est-à-dire qu'un soignant en psychiatrie, évidemment, son idée c'est de fournir au patient le meilleur soin possible et de prendre en compte ses besoins. Ça c'est vraiment la valeur clé de quelqu'un qui est qui est soignant en psychiatrie. Et donc là, il est vraiment dans un conflit d'intérêts important par rapport à ses valeurs et ça met ses soignants très mal à l'aise. Donc se pose un peu la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les équipes soignantes à Yverdon ont commencé à bricoler un petit peu en utilisant une radio. Ils ont mis simplement une radio derrière les portes des chambres de soins en se disant, ben voilà, si on met un peu de musique, ça va au minimum meubler le silence. Les patients vont se sentir moins seuls. Ça va être en tout cas quelque chose qu'on peut faire pour eux. Et effectivement, il a semblé que c'était bien vécu par les patients. Et donc, c'était quelque chose d'encourageant. Et la question s'est posée, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un dispositif plus stable qui permette aux patients d'écouter de la musique, mais que ça ne soit pas un dispositif où, encore une fois de plus, c'est les soignants qui décident à quel moment on passe la musique, quelle musique on passe, mais que les patients puissent retrouver une certaine autonomie dans leur chambre de soins et décider eux-mêmes quand est-ce qu'ils veulent passer quel genre de musique. Donc, ça, c'était le point de départ. Maintenant, si on regarde dans la littérature, on constate qu'effectivement, la musique a un certain nombre, ça c'est documenté, d'impacts intéressants pour notre contexte. Donc, elle élargit la perception, elle active, elle motive, elle structure les interactions. Ça, c'est important, ça peut être un point de départ pour des interactions. Elle couvre la perception auditive du corps. Ça, dans les chambres de soins, c'est très important parce que le patient qui va être dans cette chambre où tout est silencieux va commencer à entendre les bruits de son propre corps, les battements du cœur, sa respiration. Pour un patient qui est déjà décompensé, ça peut être extrêmement stressant et angoissant. Donc la musique peut permettre de couvrir simplement ces bruits du corps. Elle peut atténuer les problèmes de sommeil. Elle approfondit le vécu émotionnel et elle suscite diverses émotions. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont connus et qui nous font dire que d'utiliser de la musique dans le contexte de la psychiatrie intensive, ça peut être intéressant. Ensuite, comme les soignants avaient le problème que quand ils ont un patient dans cette chambre de soins, ils s'occupent essentiellement de lui donner à boire et à manger, d'ouvrir la porte quand le patient veut aller aux toilettes. Bon, on s'occupe un petit peu de son bien-être physiologique, on va dire, mais on ne peut pas réellement interagir avec lui. Et donc là, l'idée de la musique comme espace transitionnel, c'est de se dire que la musique peut être un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur, et qu'elle peut être réellement un point de départ ou une plateforme ou je ne sais pas, un point d'entrée pour échanger justement sur des mondes, sur des réalités intérieures mutuelles et sur un monde extérieur partagé. Donc on est parti de ces éléments-là. Et donc les objectifs qu'on s'est posés, c'était d'élaborer tous ensemble, dans cette équipe interdisciplinaire, un objet qui diffuserait de la musique,
et qui serait à disposition du patient, d'équiper les chambres de soins justement à Yverdon avec ce dispositif en tenant compte des règles de sécurité de l'hôpital, et ça a été réellement un problème. Et ensuite d'analyser les apports du dispositif pour le soignant et pour les patients. Alors par rapport à l'élaboration du dispositif, il y a eu deux éléments. Le premier élément, c'est le choix de la musique. Quelle musique on va faire passer dans ces chambres? Et là, on a eu pas mal de réflexions. Donc, je vous disais, c'était un projet de recherche-action. Donc, on a beaucoup discuté avec les soignants. À ce propos-là, on a eu beaucoup de séances. Et puis, évidemment, des avis assez contradictoires. Qu'est-ce qu'on va prendre? On a quand même eu un cahier des charges sur lequel on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas un choix indéfini de morceaux. L'idée de la chambre de soins étant quand même de réduire les stimulations, on ne voulait pas proposer un choix énorme. On s'est mis d'accord qu'il y aurait 20 morceaux, que la musique qui passerait devrait être classique et non classique pour prendre en compte un petit peu des horizons d'écoute divers, que les morceaux auraient une durée de 3 à 10 minutes, qu'il s'agirait uniquement de musique instrumentale. Alors ça aussi, ça a été débattu parce qu'évidemment, les patients, enfin dans leur vie courante, vont beaucoup écouter des chansons où il y a un texte qui va avec. Nous, ce qui nous intéressait quand même, c'était la musique et non pas les paroles. Donc les paroles introduisent une nouvelle dimension qu'on ne voulait pas prendre en compte là pour cette recherche. Et puis, ce qu'on voulait, c'était proposer des musiques qui auraient un contenu émotionnel différent. Donc, de proposer des catégories de contenu émotionnel, et ça, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile pour plusieurs raisons. Déjà, de s'entendre justement sur qu'est-ce que c'est de la musique calme, qu'est-ce que ça serait une musique mélancolique, ça c'est une chose. L'autre problème auquel on a été confronté, c'est que quand vous passez un morceau de musique, généralement, le contenu émotionnel change. C'est-à-dire que l'intérêt d'une musique, justement, c'est que ça vous fait passer par différents états émotionnels. Donc l'enjeu a été de trouver des passages ou des extraits où on avait l'impression que sur une certaine durée, on restait dans le même registre émotionnel. Donc voilà ce qu'on a fait en partant d'un modèle théorique justement d'émotion musicale, c'est déjà de chercher des morceaux. Donc on avait tout un choix de 50 morceaux qui selon nous correspondaient à ces catégories. Et ensuite on les a fait évaluer par des auditeurs d'horizons très divers qui ont donc écouté ces morceaux et qui ont dû leur attribuer une évaluation de contenu émotionnel. Et ça nous a permis au final d'arriver à 4 catégories de musique, vous les voyez ici, qu'on a appelées activation joyeuse, nostalgie, tension et calme. Et donc là, on a les 20 morceaux qui vont avec. On va voir si maintenant, je voulais vous faire écouter un peu.
Voilà. Donc, c'est quelques exemples. Et comme vous allez imaginer, ça a justement suscité pas mal de débats. Eh ben, bon, la polka, ça n'a pas trop, on va dire, questionné. Mais Conan le barbare, ça, par contre, les équipes soignantes ont été très sceptiques. C'est-à-dire que, bon, ils nous ont dit, on a des patients qui sont déjà agités, ils sont déjà décompensés, vous leur mettez ce genre de musique, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on s'est dit, on va essayer. Euh, il ne s'est rien passé de terrible. Les patients choisissent quand ils veulent ça, mais ça n'a absolument rien suscité, on va dire, en termes d'agressivité ou quoi que ce soit. Ce qui a aussi beaucoup fait discuter, c'est les morceaux classiques. Parce qu'en fait, les soignants ont dit, écoutez, nous, on n'écoute jamais ce genre de musique. Ça ne nous dit rien. A priori, c'est éloigné de notre monde. Et pour les patients, ça va être la même chose. Et notre hypothèse, c'était de se dire, alors ça aussi, ça a été discuté, est-ce que les patients amèneraient leur propre musique? Il y a énormément de projets qui travaillent avec des patients Alzheimer, par exemple, où on demande aux proches d'amener la musique que le patient avait l'habitude d'écouter. Et l'idée dans ces constellations-là, c'est de se dire que la musique, elle va rappeler des souvenirs et qu'il y a quelque chose qui va se mettre en marche par rapport à son propre vécu. Notre idée, c'était justement de proposer de la musique que les patients ne connaissent pas. Donc, on ne retourne pas dans son propre vécu, mais on découvre quelque chose de nouveau et on va le découvrir avec les soignants. Et c'était par rapport à cette idée d'une plateforme d'interaction, on avait l'idée que ça serait peut-être intéressant. Voilà, maintenant, au niveau, on va dire, technique, le dispositif, comment il se présente. Donc, vous voyez en bas à gauche, dans la chambre, une sorte de plaque qui est contre le mur. En haut à droite, je ne sais pas si on le voit bien, on voit que cette plaque est un petit peu gravée, elle est en 3 dimensions. Et donc, on a 1, 2, 3, 4 comme numéro pour les 4 catégories de contenu émotionnel. On a avancé, reculé, play, stop, enfin les touches habituelles d'un dispositif. Et tout ça, c'est dans le mur. Avec des capteurs derrière, des fils qui passent par le mur, etc. Donc c'est toute une installation pour que dans la chambre, il y ait strictement rien qui puisse blesser le patient. Donc on ne pouvait pas donner de tablette, on ne peut pas non plus mettre quelque chose contre le mur qui puisse se briser. Donc c'est ça qu'on a créé. Et puis en arrière-fond, il y a évidemment un ordinateur où il y a tous ces morceaux qui sont dessus. L'équipe soignante peut lancer le dispositif ou l'arrêter si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et le dispositif enregistre toujours ce que fait le patient. Donc on peut à la fin voir quels morceaux ont été écoutés à quel moment, pendant combien de durée, est-ce que le patient a écouté le morceau entier, est-ce qu'il est revenu toujours au départ, est-ce qu'il écoute en boucle certaines choses. Donc après, ça nous permet d'avoir ce genre d'informations sur l'utilisation du dispositif. Là, vous voyez encore la chambre de soins à Lyon, dans l'autre hôpital psychiatrique. Vous voyez que ça prend un peu une forme différente, comme il y avait ces carrelages. Et bien là, c'est intégré au carrelage, mais le principe reste toujours le même. Le patient peut taper avec le doigt sur un carrelage, et puis ça réagit derrière. Et donc, c'est très interactif. Là, on va dire que ça commence à bien fonctionner. Voilà, et puis ensuite, une fois que tout ça avait été développé, et je ne vous cache pas que ça a pris un certain temps, donc les développements technologiques, on a sous-estimé complètement. En fait, là, maintenant, c'est vraiment stable. Maintenant, ça peut être commercialisé, mais ça a bien pris 3 à 4 ans pour que ça fonctionne réellement. Donc voilà, mais une fois que ça a été fonctionnel, on a fait quelques études de cas pour voir déjà ce qui se passait et comment c'était vécu par les patients et par les soignants. Alors, ce qu'on a pu voir, comment on a procédé, parce que ça, c'était encore une autre chose. On est donc toujours dans notre étude de terrain et on voulait donc on avait pensé à des journaux de bord. Donc, de demander aux équipes soignantes de tenir un journal de ce qui se passerait. Simplement que la réalité des équipes soignantes, c'est que c'est vraiment un métier très stressant, avec très peu de temps déjà à disposition pour les patients. Donc évidemment que ces soignants ne vont pas encore passer du temps à écrire un journal et puis le soir en rentrant, ils ne vont pas non plus le faire. Donc ce qu'on a imaginé, c'est que pendant un certain temps, on les appellerait tous les jours à une heure qui avait été convenue. Et puis s'il y avait quelque chose qui s'était passé, ils pouvaient rapidement en rendre compte, on prenait note. Donc c'était un système, on va dire, assez interactif. Et du côté des patients, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils sortaient de la chambre, on leur expliquait ce qui se passait, qui faisait partie, on va dire, d'un dispositif expérimental, et ils avaient la possibilité, s'ils étaient d'accord,
que leurs données seraient intégrées à cette recherche, mais ils avaient aussi la possibilité de dire qu'ils ne le voulaient pas. Donc évidemment, c'était un consentement qu'ils devaient nous donner. Et ceux qui étaient d'accord, on les questionnait sur la période qu'ils avaient passée dans la chambre et puis ce que la musique ou le dispositif avait représenté pour eux. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, les patients avaient réellement l'impression, justement grâce à ce dispositif, d'avoir un peu d'autonomie. Et ça, ils l'avaient très bien vécu. Qu'ils avaient l'impression que dans un environnement où ils avaient zéro contrôle sur quoi que ce soit, c'était quelque chose qui leur permettait de reprendre un petit peu d'emprise et que ça leur donnait aussi un sentiment de sécurité, justement d'avoir quelque chose qui fonctionne à leur demande et qui fonctionne de manière stable. Ça, pour eux, c'était extrêmement rassurant. Ce qu'on a pu voir et ce que les patients ont dit, c'est que justement, ils ne passaient pas la musique simplement en boucle pour avoir un fond sonore, mais qu'en fait, chaque patient avait une manière personnelle et très spécifique d'utiliser le dispositif. Donc, c'était vraiment une manière de gérer leurs besoins sur le moment de stimulation sensorielle. Et puis, voilà, c'était un point de repérage visuel, tactile et auditif. Donc, pour eux, c'était vraiment quelque chose qui structurait un environnement qui était déstructuré. Au niveau de la relation soignante, donc effectivement, les interactions ont eu lieu autour de la musique et autour du dispositif. Et il a été réellement le point de départ d'interaction et d'échange entre les patients et les soignants. Je vous donne peut-être un exemple. Donc, il y avait un patient qui a écouté plusieurs fois, beaucoup de fois, toujours le même morceau, et qui a dit aux soignants, écoute, voilà, ce morceau-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un morceau qui me touche énormément, je ne le connais pas du tout, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'écouter, de réécouter. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, le soignant est resté dans la chambre. Ils ont passé le morceau ensemble, ils l'ont écouté ensemble. Et puis, ce qu'on a fourni aux équipes soignantes avec les morceaux, c'est des petites fiches descriptives où on disait, ben voilà, ça a été composé par tel compositeur, à telle époque, dans tel pays, enfin, quelques informations, on va dire, sur ces morceaux. Et donc, ils ont lu ensemble cette fiche et ils ont découvert que le compositeur, en l'occurrence, c'était Grieg, justement, était un compositeur scandinave. Et donc, le patient se dit, ou dit aux soignants, ah ben ça c'est intéressant, maintenant je commence à comprendre pourquoi ce morceau me touche autant. Mon père vient de Norvège et je suis sûre que j'ai entendu quelque chose qui est en lien avec ça. Et ça a suscité toute une interaction autour du père, la figure du père, les problèmes d'interaction qu'il y a eu relationnels entre eux. Et donc là, c'était un point de départ justement à partir de la musique. On a pris le temps d'écouter. On a discuté et puis on est entré réellement dans un échange à partir de là. Donc c'est ce type d'échange qui nous intéressait et c'est ce type d'interactions qui ont eu lieu. Et donc pour les soignants, c'était très, très bien parce qu'ils ont dit qu'ils retrouvaient une dimension soignante qui va au-delà des choses techniques qu'ils avaient l'habitude de faire avec les patients. Voilà, et puis par rapport à l'avenir, notre idée, c'est que le dispositif, il peut être transféré à d'autres contextes. Moi, je vous ai parlé d'Yverdon, dans le canton de Vaud. Un autre hôpital est en train d'équiper ses chambres de soins. L'hôpital à Lyon, dont je vous ai parlé, et il y a d'autres institutions maintenant qui s'intéressent. Donc, je pense que dans le contexte des soins psychiatriques, ça va un petit peu commencer à tourner. Notre idée, c'est que le dispositif pourrait aussi être utilisé dans d'autres contextes. On pense à des prisons ou à des établissements de détention, par exemple. Mais bien sûr, on pense aussi à des foyers pour personnes âgées, des foyers pour handicapés, à voir. Mais c'est un dispositif qui pourrait en tout cas être intéressant pour d'autres institutions. Et puis, on va continuer bien sûr notre recherche. Là, je vous ai parlé de quelques études de cas, mais ce qu'il nous faudra maintenant, c'est des études plus systématiques, des données nettement plus larges là-dessus. Donc voilà, on veut documenter les stratégies d'écoute des patients, aussi par rapport au choix de morceaux proposés, lesquels sont écoutés, le plus, le moins. On va peut-être en tester d'autres, donc il y a tout un travail autour de la musique. Et puis sur les interactions justement qui vont s'établir entre soignants et patients, de quel type d'interaction il s'agit, par rapport à quelle musique, etc. Donc d'avoir vraiment une analyse plus fine.
de ces interactions. Et finalement, est-ce que le dispositif a un impact sur la satisfaction au travail et sur le bien-être des soignantes et des soignants? Voilà.